Fred Constant, comment est-ce que vous appréhendez cet inconnu, qu'évoquait à l'instant David Delos? Bah, écoutez, un petit peu dans les mêmes termes que David, c'est un chemin inédit qui s'ouvre à la fois dans la relation entre la Nouvelle-Calédonie et les autorités nationales françaises, mais aussi au sein de la Nouvelle-Calédonie, entre les différentes composantes. On sent très bien la lecture de cet accord, pour le peu que nous en savons, parce que il faut dire que nous n'avons que des bribes d'informations pour l'instant. Le document officiel, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et il semble qu'il y ait effectivement un compromis qui a été clairement passé, où, selon la lecture que l'on fait, on trouve des éléments favorables à la position défendue par les indépendantistes, notamment cette création d'un État un petit peu dans des termes inédits, puisque Mmh. c'est un État qui se trouverait encadré, enchâssé dans la Constitution française, à tel point que sa création appelle une révision constitutionnelle. Hein. Et puis d'autre part, on voit qu'il y a des éléments aussi qui donnent satisfaction au camp des loyalistes, des non-indépendantistes, puisque par exemple, il est dit à plusieurs reprises que la Nouvelle-Calédonie reste dans l'ensemble national français et que des garanties sont apportées justement pour l'exercice de la citoyenneté française, même si on crée une citoyenneté néo-calédonienne. D'ailleurs, on parlerait dans ce cas probablement plus d'une binationalité que d'une création d'une citoyenneté alternative à la citoyenneté française. Donc, vous voyez, il y a des éléments qui sont interprétables dans deux sens opposés, mais le fait qu'il a souligné de mon point de vue, c'est le fait politique du chemin que chacun des deux camps qui s'opposent ont tenu et réussi à faire l'un vers l'autre. Hein. C'est la reconnaissance Mmh. de l'autre par l'un et réciproquement. C'est ça le fait politique. Comment le conjuguer en pratique, c'est tout le débat et on est loin d'avoir aplani complètement la voie. C'est normal que dans les déclarations du président comme des leaders des deux partis qui se font face, les indépendantistes et les loyalistes d'autre part, vous ayez ce même satisfecit commun, puisqu'ils ont fait l'accord, mais en réalité, les problèmes sont aussi devant nous. J'en citerai qu'un pour ne pas être trop long dans cette première intervention, c'est l'avenir économique du Mmh. territoire. L'engagement de l'État ne suffira pas à replacer l'économie calédonienne dans une trajectoire vertueuse. Hein. Ça, c'est un élément important. Avant de parler de l'aspect, économique, peut-être, donc on entend et effectivement, c'est important de le souligner, cette rencontre de aller l'un vers l'autre. Donc c'est vrai que c'est en cela, c'est déjà un pas essentiel quand on sait, à quel point, les derniers mois ont été extrêmement, agités. Pour vous, c'est une alternative ou un premier pas vers l'indépendance malgré tout, quand on entend les termes qui ont été employés dans cet accord? Écoutez, je pourrais avancer d'analyse plus fine après la ratification populaire. Vous savez que cet accord cadre, puisqu'il n'y a pas de Mmh. contenu très, très précis, sera soumis à ratification populaire probablement en février 2026. Et donc, on verra si les états-majors partisans ont réussi ou non à convaincre les partisans de leur camp. C'est une énigme encore. Vous avez vu que dans les déclarations des responsables politiques nationaux, en particulier les membres du gouvernement, tous ont dit que désormais, il fallait que les responsables partisans puissent convaincre, persuader leurs troupes du bien fondé de cet accord pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette situation qui était une situation terrible. Nous étions dans une guerre civile Mmh. latente hein, en Mmh. Nouvelle-Calédonie, ne l'oublions pas d'où nous sortons. Donc ça, c'est un élément, mais pour l'instant, on peut pas s'avancer davantage. Et oui, on entend qu'effectivement, il pourrait y avoir des blocages au niveau de la base. On sait que ce processus, s'annonce très, très lent. Il va falloir être extrêmement, prudent. On parlait à l'instant, Fred Constant évoquait, David, l'enjeu économique de cet accord. C'est vrai qu'on sait qu'il soulève beaucoup de questions puisque c'était aussi, là, pour le coup, Paris, c'était l'intérêt de Paris, cet aspect, économique.
effectivement, oui, parce que ça, il peut apparaître comme étant une anomalie politique, cet accord. En revanche, il soulève pas mal d'espoir économique, puisqu'il pose les bases d'un pacte de refondation dans ce domaine. Les signataires se sont mis d'accord pour discuter des moyens de relancer donc l'économie, très, peut-être trop dépendante, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au nickel. C'est ce qu'il faut retenir de la trajectoire économique du territoire ces dernières années. La Nouvelle-Calédonie, c'est seulement 6% de la production mondiale de nickel, mais ça place quand même le territoire au 6e rang mondial, loin derrière l'Indonésie qui truste 50% de la production, et derrière les Philippines qui fournissent 11% du nickel au niveau mondial. Le nickel, c'est 20% des emplois privés en Nouvelle-Calédonie, presque 95% des exportations du territoire. Et ce filon a permis à l'économie locale de progresser pendant des années. Mais depuis 2010, les investissements liés à la construction des usines, eh bien, ils ont commencé à diminuer. Et parallèlement, le cours du nickel a commencé à baisser très sensiblement. Le confinement a fini d'étouffer une économie où le coût de la vie est 30% plus élevé qu'en France métropolitaine et où 20% de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté. Et paradoxalement, eh bien, la filière du nickel devrait, en toute logique, profiter de la transition écologique parce que le nickel, c'est un minerai qui est incontournable pour fabriquer les batteries rechargeables, les batteries électriques qui vont nous permettre de sortir des énergies carbonées. Problème, les capacités de production en Nouvelle-Calédonie ne sont pas dimensionnées pour approvisionner une demande qui devrait progresser quand même de 75% à l'horizon 2040. S'il est validé, peut-être que cet accord pourrait servir de tremplin pour réellement relancer la filière et donc tout l'ensemble de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Fred Constant, est-ce que vous pensez que cet accord pourrait avoir un effet domino quand on voit l'espace de liberté qu'il offre soudainement à une communauté? Absolument. Il est certain que dans tout l'outre-mer, cet accord sera scruté, notamment partout où il y a des poussées vers une autonomie accrue, voire, mais ils sont encore très minoritaires, dans les territoires où il y a un courant indépendantiste qui est très ancien et qui essaie de renouveler un petit peu son offre partisane, parce que partout, on estime que c'est en quelque sorte l'omnipotence ou l'omniprésence de l'État qui empêche à ces territoires de pouvoir complètement disposer de leur potentiel, que leur potentiel, la libération de leur potentiel économique et dans d'autres domaines aussi, est entravée par un encadrement trop étroit de la part de l'État. Et Alimenté surtout, parfois, pardonnez-moi, mais par des forces étrangères aussi, notamment en Nouvelle-Calédonie. absolument, Mm. absolument, en Nouvelle-Calédonie, mais pas uniquement. Et donc, c'est sûr que cet accord fera référence, surtout si il est converti en politique publique efficace qui replace la Nouvelle-Calédonie dans une trajectoire économique vertueuse. Mais le chemin est encore long et semé d'embûches. Il ne faut pas oublier que la production de nickel, elle n'est plus compétitive depuis longtemps pour différentes raisons, mais notamment parce que l'énergie qui est nécessaire à la production de ce nickel, cette énergie-là, elle est beaucoup trop chère en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un élément à voir. Il y a un point que je voudrais ajouter sur l'ensemble de notre discussion et que nous n'avons pas évoqué, et c'est un point pourtant capital, c'est que tout dépendra aussi de la situation politique nationale. Vous imaginez bien que dans un contexte politique où il n'y a pas de majorité, il n'y a plus de majorité, arriver à tenir le train législatif et avant ce train législatif, la réforme de la révision constitutionnelle qui donnera ou non corps à cet accord, sans vouloir solliciter abusivement les allitérations, eh bien, ce n'est pas gagné. Nous ne savons même pas si le gouvernement de Bayrou sera là à la rentrée ou après la rentrée. On ne sait pas. Donc, il y a beaucoup d'hypothèques. Il y a cette imbrication étroite entre les enjeux locaux dans les territoires d'outre-mer, mais ailleurs, mais singulièrement dans les territoires d'outre-mer, les enjeux politiques nationaux, et puis vous l'avez vous-même rappelé, la dimension internationale. Il y a, avec le transfert immédiat de la compétence relations internationales aux autorités de la Nouvelle-Calédonie,
On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement, encore une fois, c'est à préciser. Hein. Là, l'ambiguïté, elle est tactique, puisqu'elle permet de recueillir plus facilement l'assentiment de toutes les parties. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Est-ce que ça veut dire que demain, comme David l'a dit dans son intervention, les autorités du territoire pourront signer des accords qui sortent, outrepassent le cadre de ceux que la France a avec d'autres pays étrangers, ou qui soient contraires à ces pays. Vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent, même si on subodore les réponses, c'est que l'État restera le garant et la valeur cardinale autour de laquelle, à partir de laquelle les acteurs locaux devront s'agencer. À condition, vous l'avez rappelé, qu'il soit stable. Avant qu'on referme cette page, David, vous vouliez revenir sur ces territoires ou ces indépendantistes qui pourraient tenter de réclamer la même chose. Ben oui, parce qu'on fait très très vite le parallèle avec la Corse, l'île de beauté. Femou à Corsica a réagi d'ores et déjà. Femou à Corsica, c'est le mouvement nationaliste corse de Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de l'île de beauté. Alors je vous lis un extrait de son communiqué. La représentation nationale française aura à se prononcer sur la mise en œuvre de solutions politiques négociées susceptibles de mettre un terme définitif aux logiques de conflit en Corse comme en Kanaki. Bref, comprenez, vous avez pu le faire pour la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez organiser un référendum comme on le réclame en Corse. La boîte de Pandore est réellement ouverte. David Delos, Fred Constant, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté ces éléments de compréhension ce soir. Merci à vous, à tous les deux.